Ma mère m'a tendu une décharge. Signe ça. Ton frère à la maison. Tu n'as rien. Alors j'ai signé et je suis parti. 3 jours plus tard, elle a appelé en hurlant. Le compte bancaire était vide parce que mon monde existe en ligne de code ordonné et dans le bourdonnement silencieux des serveurs. En tant qu'analyste de systèmes informatiques, je construis des portes logiques et des pare-feux. Je crée une structure à partir du chaos numérique. C'est une vie tranquille, prévisible. Et pour la plupart, j'ai fait la paix avec ça. Mon appartement est minimaliste. Mon emploi du temps est régulier. Et mes relations sont, eh bien, surtout transactionnelles. C'est un monde que je peux contrôler. Ma famille, en revanche, est un ouragan de données non structurées. J'ai passé toute ma vie à être leur support technique non rémunéré et non reconnu. Le téléphone a sonné un mardi après-midi, brisant le silence productif de mon bureau à domicile. L'identification de l'appelant affichait « Maman ». Je l'ai laissé sonner 2 fois, prenant une grande inspiration avant de me rendre. « Salut, maman » dis-je, ma voix plus plate que je ne l'avais prévu. « Asher, te voilà. » J'étais sur le point de raccrocher, dit-elle, sa voix un tourbillon de drame joyeux. « Écoute, ton frère a les nouvelles les plus fantastiques. Juste génial. » Je me penche en arrière sur ma chaise, connaissant déjà le script. Oh, oui. Qu'est-ce qu'il manigance maintenant? Il lance une nouvelle entreprise, artisanale, faite à la main, quelque chose avec du cuir. C'est très haut de gamme. Il a rencontré cet investisseur au club de golf qui pense que Léo est la prochaine grande chose. La prochaine grande chose, Asher, tu imagines? Je pouvais. J'ai imaginé différentes versions de Léo étant la prochaine grande chose depuis que nous étions enfants. Il avait 39 ans, et sa vie était un cimetière d'idées brillantes qui n'ont jamais vraiment pris leur essor, le food truck gastronomique qui n'est jamais sorti de l'allée, la carrière de conférencier motivateur qui consistait en 3 séminaires peu fréquentés au centre communautaire, l'application qui allait révolutionner les réseaux sociaux mais n'a jamais dépassé une page d'accueil. C'est super, maman, dis-je, les mots ayant le goût de cendre. Tant mieux pour lui. C'est ça. Il a une telle vision. Ton père et moi sommes tellement fiers. Il a cette étincelle, tu sais, celle qu'on ne peut tout simplement pas enseigner. La comparaison tacite flottait dans l'air entre nous, épaisse et suffocante. Léo avait l'étincelle. J'avais un emploi stable, un 401K, et un ensemble de compétences qui étaient, à ses yeux, à peu près aussi excitants que la plomberie. Bref, continua-t-elle, son ton passant brusquement de la célébration à la demande, la raison pour laquelle j'ai appelé, c'est que le Wi-Fi déconne encore. Il se déconnecte sans cesse dans la véranda, et je ne peux pas regarder mes émissions de jardinage en streaming. Tu sais comme ton père est inutile avec ces choses. Tu peux passer et réparer ça? J'essaie de faire une tarte au citron meringuée, et je ne peux pas m'embêter. Et voilà. Le pivot de Léo le visionnaire a Asher l'homme à tout faire. J'étais l'architecte silencieux de leur vie numérique, celui qui réinitialisait le routeur, mettait à jour le logiciel, et supprimait les logiciels malveillants de leur ordinateur après que ma mère ait cliqué sur un autre email promettant une croisière gratuite. Je suis en plein milieu d'un projet, maman. Oh, ça ne te prendra qu'une minute, gazouilla-t-elle, ignorant complètement mon travail. Allez, sois un bon fils. Je te garderai une part de tarte. Je soupirai, une longue et lassée expiration qui portait le poids de 35 ans. D'accord, j'y serai dans 1 heure. Magnifique. À bientôt, mon chéri. Elle raccrocha. Je fermai les yeux, le mélange familier de ressentiment et de résignation m'envahissant. Je n'étais pas en colère, pas vraiment. La colère exigeait une énergie que j'avais cessé de gaspiller sur eux il y a des années. C'était plus comme une douleur profonde et chronique, un membre fantôme là où une relation familiale normale était censée être. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents était un voyage dans le temps. Les mêmes pelouses manucurées, les mêmes rues de banlieue tranquilles. Alors que je tournais dans leur rue, un fantôme se glissa sur le siège passager à côté de moi. Elle s'appelait Sarah. Nous étions sérieux depuis 2 ans. Elle était bibliothécaire, intelligente et drôle, avec un rire qui pouvait remplir une pièce. Elle a vu les lignes de faille dans ma famille dès notre premier Noël ensemble. Elle a regardé Eleanor se pâmer devant Léo, qui venait de passer de l'immobilier au coaching de vie, alors que ma récente promotion à un poste d'analyste principal est restée sans mention. La fin est arrivée un dimanche soir, comme celui-ci.
J'avais annulé nos plans de dîner pour la 3e fois en un mois parce que la voiture de mon père était tombée en panne, et Léo était trop occupé pour aider. Elle n'a pas crié. Sa voix était calme, presque triste, ce qui était tellement pire. Je ne peux plus faire ça, H, avait-elle dit, assise au bord de son lit, ses valises à moitié pleines à côté d'elle. J'ai l'impression d'être en couple avec toi, ta mère, ton frère, et toutes leurs crises fabriquées. Il n'y a pas de place pour moi. Ce n'est pas vrai, avais-je plaidé, le déni ayant un goût de faux, même pour moi. N'est-ce pas, elle m'avait regardé, les yeux remplis d'une pitié qui me brisait le cœur. Je ne peux pas rivaliser avec le drame de ta famille. Tu ne les quitteras jamais, H. Pas vraiment. Tu attendras toujours qu'ils finissent par te voir. Et le fait est que je ne pense pas qu'ils le feront un jour. Elle avait raison. Bien sûr, ma loyauté n'était pas une vertu. C'était une faiblesse, une évitement profonde des conflits qui m'avait coûté la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans. Je me suis garé dans l'allée, le fantôme de Sarah s'estompant à mesure que la réalité de la maison se précisait. La peinture s'écaillait légèrement sur les volets. Quelques dalles du trottoir étaient inégales. Des petites choses, des signes de lente dégradation. Je me suis laissé entrer avec ma clé. La maison sentait le sucre citronné et le cire de meuble. Ma mère était dans la cuisine, un nuage de farine sur son tablier, fredonnant en écoutant une émission de radio. « Oh, bien. Tu es là, dit-elle, levant à peine les yeux. Le routeur est dans le bureau. Tu sais où? J'ai acquiescé et j'ai marché dans le couloir. Dans le bureau, mon père, Franck, était assis dans son fauteuil en cuir usé, un livre ouvert sur ses genoux. C'était un homme calme, un ancien outilleur-ajusteur qui avait passé 40 ans à façonner le métal avec précision et patience. Il leva les yeux lorsque j'entrai, et ses yeux fatigués se plissèrent au coin. Il ne dit rien, me fit juste un petit signe de tête, presque imperceptible. C'était notre langage. Dans une famille qui communiquait par émission, mon père et moi avions notre propre canal silencieux et crypté. Ce signe de tête disait « Je te vois, mon fils. Je sais pourquoi tu es là. Merci d'être venu. » Je lui ai rendu un petit sourire. « Ça va, papa. Ça ne me dérange pas. » Je suis allé dans le bureau et j'ai réparé le Wi-Fi en moins de 5 minutes. Un simple conflit de canaux. Je suis retourné dans la cuisine. C'est bon. Maman, tu devrais avoir un signal complet maintenant. Merveilleux, dit-elle, glissant la tarte dans le four. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Léo devrait-il avoir des cartes de visite avec une incrustation de feuilles d'or ou un look gaufré plus moderne? Je suis resté là un moment, l'odeur du sucre brûlé dans l'air, un fantôme dans ma propre maison familiale. J'étais l'architecte de leur stabilité, les fondations qu'ils n'ont jamais vues, mais les seuls plans qu'ils voulaient discuter appartenaient à mon frère. Je ne sais pas, maman, dis-je, me tournant pour partir. Je suis sûr qu'il trouvera une solution. L'appel qui a véritablement fracturé notre monde est survenu un samedi de la fin octobre. Les feuilles d'automne étaient une débauche de rouge et d'or, une magnifique flambée mourante. J'étais à mon bureau, plongé dans un plan de migration de réseau, lorsque le numéro de ma mère est apparu. Cette fois, sa voix n'était pas un tourbillon joyeux. C'était un cri fin et aigu de panique. « HR, c'est ton père. Il est tombé. » J'étais là en 15 minutes. Une ambulance était déjà garée sur le trottoir, ses lumières peignant des motifs silencieux et stroboscopiques sur les maisons des voisins. J'ai trouvé ma mère dans le salon, faisant les 100 pas et se tordant les mains, tandis que 2 ambulanciers manœuvraient prudemment un brancard hors de la porte d'entrée. Dessus, mon père avait l'air petit et pâle, le visage crispé par la douleur. Il était sur l'échelle, juste en train de nettoyer les gouttières, sanglota ma mère. Son drame maintenant alimenté par une peur véritable. Il a dû rater une marche. Il s'est juste effondré. L'hôpital était un flou de lumière fluorescente, d'odeurs antiseptiques et de conversations étouffées. Le diagnostic était clair et brutal, une fracture grave de la hanche. L'opération était prévue pour le lendemain matin. Léo est arrivé 2 heures plus tard, entrant dans la salle d'attente comme une célébrité en visite. Il portait un blazer sur mesure et un jean d'apparence coûteuse, ses cheveux parfaitement coiffés. Il a serré ma mère dans ses bras, murmurant des mots apaisants, puis m'a tapoté sur l'épaule. « Eh, petit frère. Journée difficile, hein? Ne t'inquiète pas. Le vieil homme est costaud.
Il va s'en sortir. Il a passé 10 minutes avec nous, prenant un appel de son investisseur dans le couloir et parlant fort de rupture de marché. Avant de partir, il s'est penché sur le brancard de mon père dans la salle de préparation, a pris un selfie rapide de mon père grimaçant, Léo souriant avec une sincérité déterminée et l'a publié sur les réseaux sociaux avec la légende « Les moments difficiles ne durent pas, mais les personnes fortes, si. J'envoie toute ma force au meilleur papa du monde. Hashtag la famille avant tout. » Puis il était parti. Réunion importante, expliqua-t-il avec un soupir. Cet accord ne se conclura pas tout seul. L'opération a été un succès, mais c'était le début d'une longue et épuisante guerre. La convalescence a été une épreuve brutale. Mon père, un homme qui était resté debout pendant 70 ans, était maintenant attaché à un lit d'hôpital, puis à un déambulateur, puis à un sentiment suffocant de sa propre impuissance. Sa force, autrefois une certitude tranquille, semblait maintenant le quitter jour après jour. Et à mesure que sa force s'estompait, il en allait de même pour la détermination de ma famille. La panique initiale de ma mère s'est transformée en une annoyance acide et persistante, la perturbation de sa routine, l'odeur de la maladie dans sa maison, la présence constante de la fragilité de son mari. Tout cela était un inconvénient. Elle se plaignait du coût des médicaments, du bruit du kinésithérapeute, de la façon dont le déambulateur de Franck rayait les parquets. Léo était un fantôme. Il appelait, sa voix pleine d'une préoccupation synthétique. « Comment va papa ? » ?»« Super. Super. Écoute, je suis débordé en ce moment, mais dis-lui que je pense à lui. » Il a envoyé une corbeille de fruits ridiculement chers qui est restée intacte, le cellophane crépitant chaque fois que quelqu'un passait, un monument à sa générosité creuse. Tout le poids des soins, dans tous ces détails peu reluisants, me revenait. J'ai reconfiguré mon emploi du temps de travail, me connectant à distance depuis leur salon. Je suis devenu le gestionnaire de ses médicaments, le planificateur de ses rendez-vous, l'interlocuteur avec les médecins. Je l'ai aidé dans les exercices douloureux et humiliants, mes mains stabilisant son corps tremblant alors qu'il essayait de retrouver un seul pas. J'ai écouté ma mère se plaindre. J'ai détourné les promesses vides de Léo. Je suis devenu le mur porteur de toute la structure familiale, et personne ne semblait le remarquer sauf une personne. Elle s'appelait Maria. C'était l'infirmière à domicile que nous avions embauchée pour 3 après-midi par semaine. Une petite femme gentille d'une quarantaine d'années avec des yeux chaleureux et un air de calme inébranlable. Elle traitait mon père avec une dignité douce dont ma mère ne se souciait plus. Elle voyait sa frustration, pas seulement sa fragilité. Elle me voyait aussi. Elle arrivait et me trouvait sur mon ordinateur portable à la table de la salle à manger, un enchevêtrement de feuilles de calcul sur l'écran et un enchevêtrement plus profond d'épuisement dans mes yeux. Elle m'apportait une tasse de café comme je l'aimais sans demander. « Tu en fais beaucoup, Asher » dit-elle un après-midi, sa voix douce. Nous étions dans la cuisine en train de nettoyer après qu'elle ait aidé mon père à déjeuner. J'ai juste haussé les épaules, trop fatigué pour même formuler une réponse correcte. « C'est ce que tu fais, n'est-ce pas ?» Elle me regarda, son regard direct et perspicace. « Je vois beaucoup de familles dans ce métier. Ce n'est pas toujours ce que les gens font. Tu es un bon fils. » Ces mots, si simples et sincères, m'ont frappé avec la force d'un coup physique. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un reconnaissait le poids de tout cela. Ce n'était pas un éloge, c'était une observation, un fait. Et venant d'elle, une professionnelle qui avait tout vu, cela signifiait tout. Un calme rapport s'est établi entre nous, forgé dans l'atmosphère feutrée d'une chambre de malade sous la lumière de fin d'après-midi. Nous avons parlé de nos enfants, de mon travail, de mauvais films, de bons livres. Dans les limites suffocantes de ma maison familiale, sa présence était une fenêtre ouverte à une brise fraîche. La première fissure majeure dans les fondations est apparue environ 4 mois après la chute. J'essayais de rapprocher une facture d'hôpital en ligne en utilisant un identifiant pour le compte bancaire de mon père que j'avais créé pour lui il y a des années. Accès refusé. J'ai réessayé. Même résultat. J'ai pensé que c'était un bug, une réinitialisation de mot de passe que j'avais oublié. Je suis allé dans le salon où ma mère regardait une émission de rénovation de maison. Et, maman. Est-ce que toi ou papa avez changé le mot de passe pour les services bancaires en ligne? Elle ne quitta pas l'écran des yeux où un couple se disputait pour des carreaux de dosseret. Oh, ça? Oui, nous l'avons changé. D'accord, quel est-il? Je dois payer cette facture de Merci Général. Ne t'en fais pas, dit-elle, agitant une main dédaigneuse.
Léo et moi allons nous en occuper. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Que veux-tu dire, toi et Léo allez vous en occuper? Je me suis occupé des factures. Elle a finalement tourné la tête pour me regarder, son expression un mélange prudent de préoccupation maternelle et de condescendance. Asher, ne sois pas dramatique. Ton père et moi avons parlé avec l'avocat. Nous avons décidé qu'il était préférable que Léo et moi ayons une procuration. Cela simplifie les choses. Les décisions médicales, les affaires juridiques, les finances, tout est sous un même toit maintenant. C'est plus facile pour tout le monde. L'air a quitté mes poumons. Procuration. C'était un terme juridique, une expression stérile, mais cela ressemblait à un coup d'État. Un renversement silencieux et sans effusion de sang de la dernière once de confiance que je pensais que nous avions. Vous avez fait ça sans m'en parler? Léo a choisi ce moment précis pour entrer, rentrant d'une autre de ses réunions. Il avait un sac à emporter d'un restaurant de sushi cher à la main. Il a évalué la situation en une seconde, se glissant dans son rôle d'exécutant de ma mère. Quel est le problème, H, demanda-t-il, son ton faussement décontracté alors qu'il posait les sushis sur le comptoir. La procuration, dis-je, ma voix à peine un murmure. Personne ne me l'a dit. Léo déballa une paire de baguettes, ses mouvements lents et délibérés. Ce n'était pas un secret, c'était une décision. La santé de papa décline. Maman est stressée. Nous devions rationaliser les choses pour protéger ses biens. C'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Je suis aussi son fils, dis-je, les mots se sentant pathétiques et faibles. Et tu as été formidable, petit frère, dit Léo, mettant un morceau de thon dans sa bouche. Il mâcha pensivement avant de continuer. Tu as géré les affaires courantes avec brio. Mais c'est la vue d'ensemble. Les structures juridiques, la stratégie à long terme. C'est mieux géré par maman et moi. N'en fais pas une montagne. Tout est pris en charge. J'ai regardé le visage suffisant de mon frère et l'expression soigneusement vide de ma mère. Ils avaient fait ça dans mon dos. Ils avaient consulté un avocat, signé des documents, et m'ont légalement exclu de la vie de mon père tout pendant que j'étais dans la pièce voisine, en train de changer ses bandages et de renouveler ses ordonnances. Ils m'avaient dépouillé de mon autorité et ensuite, avec une tape sur la tête, m'avaient dit de continuer à faire le travail manuel. J'ai ressenti une poussée de rage chaude et blanche si intense que mes mains en tremblaient. J'avais envie de crier, de jeter la télécommande à travers l'écran de télévision, de leur dire ce qu'ils étaient, des vautours tournant autour du lent déclin de mon père. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai avalé. Je l'ai poussé dans l'endroit sombre et silencieux où je gardais toutes les autres choses qu'ils avaient faites. C'était mon modèle, mon défaut. Je me suis retourné sans dire un mot et je suis sorti de la pièce, le bruit des baguettes de Léo qui cliquaient contre l'assiette en céramique me suivant dans le couloir. La fondation ne s'était pas seulement fissurée, elle avait été délibérément dynamitée, et je me tenais juste sur la ligne de faille. L'hiver qui a suivi a été une saison de crainte silencieuse. La procuration était un mur entre moi et les affaires de mon père. Les factures étaient payées, mais je ne les ai jamais vues. Des décisions étaient prises, mais je n'ai jamais été consulté. Mon rôle a été réduit à ces éléments les plus essentiels, j'étais le soignant, l'aide-soignant, l'aide embauché qui se trouvait être apparenté par le sang. Mon père a continué à s'estomper. Le cancer, qui avait été une ombre cachée, a maintenant commencé sa campagne agressive. C'était un voleur, volant son appétit, son énergie, ses mots. Il passait la plupart de ses journées dans son fauteuil près de la fenêtre, à regarder la neige tomber sur les branches dénudées du chêne dans la cour avant. Certains jours, nous parlions à peine. Nous nous sommes juste assis dans un silence partagé, le bourdonnement silencieux de l'appareil à oxygène une troisième voix constante dans la pièce. Le diagnostic final et définitif est arrivé un mardi de mars. Ce n'était pas une surprise, mais les mots du médecin étaient toujours brutaux dans leur finalité. Il m'avait demandé d'entrer seul dans son bureau. C'est un cancer du pancréas, dit-il, sa voix douce mais directe. À ce stade, et avec ses autres complications de santé, on parle de mois, pas d'un an. Je suis tellement désolé, Asher. Les mots ne semblaient pas réels. Ils étaient cliniques, détachés, une chaîne de son qui ne semblait pas s'appliquer à l'homme dans la pièce voisine, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et à appâter un hameçon. Je suis sorti du bureau, mon visage un masque de neutralité soigneusement construit. Mais mon père savait. Au moment où je suis entré dans la salle d'attente, ses yeux fatigués ont rencontré les miens, et il a vu à travers moi.
Il n'a pas demandé. Il a juste tendu une main tremblante et m'a serré le bras. Ça va, mon fils. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai écrit 2 emails. Le premier était pour mon patron. J'ai expliqué la situation et j'ai démissionné, avec effet immédiat. Mon patron, un homme bon, a répondu en quelques minutes, me disant de prendre tout le temps dont j'avais besoin et que mon travail m'attendrait si et quand je serais prêt. Le deuxième email était pour mon ami Dave. J'ai juste écrit, c'est grave. Je prends un congé pour être avec lui. Dave a appelé instantanément. Tu es sûr, mec, demanda-t-il, sa voix empreinte d'inquiétude. Ton entreprise te donnerait un congé familial. Tu n'es pas obligé de démissionner. Il ne s'agit pas du congé, Dave, dis-je, regardant autour de mon appartement calme et ordonné. Il s'agit d'être là complètement. Pas de distraction. Qu'en est-il d'Eleanor et du garçon doré, demanda-t-il, jamais du genre à mâcher ses mots. Qu'en est-il d'eux? J'ai ri, un son court et sans humour. Ils ont une procuration. J'ai le pouvoir d'être présent. Cela me semble un échange équitable. La réaction de ma mère à ma démission a été un seul sourcil levé. Eh bien, c'est un choix, fut tout ce qu'elle dit. Léo a dit que c'était un peu extrême, mais probablement pour le mieux, car il était à un stade critique de son entreprise de travail du cuir. Les jours qui ont suivi ont pris une nouvelle orientation précise. Chaque instant était précieux. J'ai emménagé dans la chambre d'amis de la maison de mes parents. Ma vie s'est réduite au rythme des besoins de mon père, médicaments à 8 heures, petit déjeuner à 9 heures, une marche lente et traînante jusqu'à la salle de bain à 10 heures. Je lui ai lu ses livres d'histoire préférés quand ses yeux étaient trop fatigués pour se concentrer. Maria était une aubaine, une partenaire dans ce devoir sacré et ultime. Sa compétence calme et son empathie discrète étaient une encre dans la tempête. Elle et moi, nous nous asseyions souvent sur le porche arrière après un quart de travail, buvant du café dans des tasses dépareillées, nos conversations étant un petit îlot de normalité dans une mer de chagrin. C'est au cours d'un de ces après-midi gris et sombres que j'ai trouvé l'enveloppe. Ma mère m'avait demandé de trouver un ancien document fiscal, et je fouillais dans le désordre du bureau de mon père. Rangée au fond du tiroir inférieur, sous une pile de vieux talons de paix, se trouvait une épaisse enveloppe en manille. Sur le devant, dans l'écriture tremblante mais toujours précise de mon père, il y avait mon nom, juste un mot, HR. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. J'ai fermé la porte du bureau, les mains tremblantes tandis que j'ouvrais soigneusement le rabat. À l'intérieur, la première chose que j'ai vue était une lettre. HR? Si tu lis ceci, cela signifie que mon temps pour dire les choses à haute voix est probablement révolu. Il y a des choses qu'un homme devrait dire avant de partir, et je suis désolé. J'ai toujours été plus à l'aise avec mes mains qu'avec mes mots. Je te vois, mon fils. Je t'ai toujours vu. Je vois ta force tranquille, ta loyauté, ta bonté. Je vois les fardeaux que tu portes sans te plaindre. Je sais que tu t'es senti invisible dans cette famille. Parfois tu le es, parfois tu ne le es pas. Pour moi, tu as toujours été la fondation, celui sur qui je pouvais compter. Ta mère et ton frère, ils vivent dans un monde différent, un monde de bruit et d'apparence. Je les aime, mais je m'inquiète pour eux. Ils ne voient pas ce qui est important. Toi, tu le vois. Ne les laisse pas te faire culpabiliser de vivre la vie que tu as méritée. Tu as fait plus qu'assez pour moi, plus que quiconque ne pourrait le demander. Il est maintenant temps de prendre soin de toi. Trouve ton propre bonheur. Tu mérites quelqu'un qui reste. Avec tout mon amour, papa. Des larmes coulaient sur mon visage, chaudes et silencieuses. C'était tout ce que je n'avais jamais entendu, tout ce que j'avais aspiré à entendre. C'était l'absolution. C'était la validation. C'était l'amour distillé sur une seule page. Derrière la lettre se trouvaient des documents. Mes mains tremblaient tandis que je les étalais sur le bureau. Il y avait un contrat de location pour un appartement moderne d'une chambre dans un nouveau complexe de l'autre côté de la ville. Le loyer de la première année était payé en totalité. Il y avait un reçu d'un concessionnaire automobile local pour une berline neuve modeste mais fiable, payée en espèces. Et rangé tout au fond, il y avait des copies de bordereaux de dépôt et des contrats avec un lieu de mariage, une belle grange rustique que j'ai reconnue, et un traiteur. Les dépôts étaient substantiels, tous payés, tous pour une date notée au crayon pour l'automne prochain. Il avait planifié mon évasion. Pendant que je me concentrais sur la gestion de son déclin, il me construisait tranquillement et méthodiquement un avenir.
Il avait vu la relation naissante entre moi et Maria. Il avait entendu nos conversations discrètes, et il avait approuvé. Tu mérites quelqu'un qui reste. Il ne m'avait pas seulement donné sa bénédiction, il m'avait donné une base qui m'était propre, un acompte sur une nouvelle vie loin de l'orbite toxique de ma mère et de mon frère. C'était l'acte d'amour le plus profond auquel j'ai jamais assisté. C'était un secret entre nous, un dernier mouvement stratégique d'un homme tranquille qui voyait tout l'échiquier. Mon père est décédé 2 semaines plus tard, un dimanche matin. La fin fut paisible. J'étais avec lui. Maria venait de partir après un quart de travail de nuit. J'étais assis près de son lit, tenant sa main, lisant un passage sur la bataille de Midway. J'ai remarqué que sa respiration était devenue superficielle, un doux soupir murmurant. J'ai posé le livre et j'ai juste tenu sa main. Ses yeux étaient fermés. Il a expiré une dernière fois doucement, et puis il n'y a eu que le silence. Je suis resté assis là pendant longtemps, le silence dans la pièce vaste et absolue. Puis j'ai fait les appels nécessaires, l'infirmière des soins palliatifs, les pompes funèbres. J'ai appelé ma mère. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé Léo. C'est allé à la messagerie vocale. J'ai rappelé ma mère. Cette fois, elle a décroché, sa voix agacée. Qu'est-ce qu'il y a, Asher ? Nous sommes au centre commercial Outlet. Il y a une énorme vente. J'ai fermé les yeux. Maman, ai-je dit, ma voix creuse, c'est papa. Il est parti. Il y a eu une pause, puis un soupir. Oh, d'accord. Eh bien, tu devras t'occuper des choses pour l'instant. Nous serons de retour ce soir. Et elle a raccroché. Je me suis occupé des choses. Les funérailles ont été une masterclass en art de la performance. Eleanor, vêtue d'un tailleur noir chic et ajusté, pleurait avec grâce. Léo, l'air solennel et beau, se tenait à ses côtés, un pilier de force. Ma mère a prononcé l'éloge funèbre. Elle a parlé de son mari dévoué, de sa force tranquille et de son amour infini pour sa famille. Elle a parlé de sa fierté de ses fils, au pluriel. C'était un beau discours plein de mensonges magnifiques. J'ai regardé le bois poli du cercueil et je n'ai ressenti qu'un vaste et vide calme. Nous sommes rentrés à la maison ensuite. Je ne voulais rien de plus que d'être seul, mais ils étaient déjà dans le salon, se versant des verres de vin comme si c'était un cocktail. Asher, nous devons parler, a dit ma mère, son chagrin disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Léo a brandi un document. C'est juste une formalité, a-t-il dit, sa voix très professionnelle. C'est une renonciation. Cela dit que tu acceptes de ne pas contester le testament. En gros, tu abandonnes toute revendication sur la succession. La maison et les comptes restants vont à maman et à moi, conformément à la procuration. Eleanor a précisé, prenant une délicate gorgée de son vin, l'avocat a dit que cela simplifie simplement le processus d'homologation. Pas de drame. J'ai regardé le papier, puis leurs visages impatients. Mon père était mort depuis 3 jours. Tu dois le signer, Asher, a insisté Léo. Et nous aurons besoin que tu enlèves tes affaires. Nous mettons la maison sur le marché la semaine prochaine. Tu dois partir dans 10 jours. C'était ça. Le mouvement final dans leur jeu, l'échec est mat. Une tempête de rage, de chagrin et de triomphe amer a déferlé en moi. J'ai pensé à l'enveloppe assise dans mon sac. J'ai pensé à la jeter sur la table basse, à regarder leur visage lorsqu'ils liraient les derniers mots de mon père, lorsqu'ils verraient sa trahison ultime de leur cupidité. Je pourrais les dénoncer, les humilier, voir leur monde suffisant s'effondrer ici même, maintenant même. L'envie était immense. C'était une force physique qui implorait d'être libérée. Mais ensuite, je les ai regardés, ma mère faisant tournoyer son vin, calculant déjà la valeur de la maison, mon frère tapant son stylo avec impatience, dépensant déjà son héritage dans sa tête. Et j'ai réalisé qu'un combat était exactement ce qu'ils comprenaient, une dispute, des accusations, du drame. C'était leur langage. Pour gagner, je ne pouvais pas jouer à leur jeu. Je devais jouer à celui de mon père, le silence, la stratégie, un mouvement silencieux qu'ils ne verraient jamais venir. Ma rage s'est apaisée, remplacée par une clarté glaciale. J'ai pris le stylo de Léo. Ma main était parfaitement stable. J'ai signé mon nom sur la ligne, ma signature étant un trait net et décisif. J'ai remis le papier à Léo. Il l'a regardé, une lueur de soulagement triomphant dans ses yeux. Bien, a-t-il dit, en le déposant soigneusement sur la table.
Cela facilite les choses. Personne n'a dit merci. Personne n'a présenté ses condoléances. Je me suis retourné et je suis sorti de la pièce, les laissant à leur victoire et à leur vin. Je suis monté à l'étage et j'ai commencé à faire mes bagages. Ma victoire était plus silencieuse, mais elle était absolue. Et ils n'avaient même pas réalisé que le jeu était terminé. Je suis parti dans 5 jours. Je n'avais pas besoin de 10 jours. J'ai emballé ma vie dans une douzaine de boîtes, un processus de triage silencieux et méthodique. J'ai pris mes vêtements, mes livres, mon ordinateur. De la vie de mon père, je n'ai pris que 3 choses, sa chemise de flanelle préférée, usée, qui sentait encore légèrement lui, une photo encadrée de lui et moi lors d'une partie de pêche quand j'avais 10 ans, et l'enveloppe en manille. Tout le reste, les meubles, l'histoire, les fantômes, je les ai laissés à gérer. Le dernier jour, j'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine et je suis sorti de la porte sans me retourner. Personne n'était à la maison. J'ai passé les jours suivants dans un motel bon marché, utilisant mon ordinateur portable pour finaliser le bail de l'appartement que mon père avait choisi pour moi. C'était propre, moderne et bien heureusement vide. C'était une page blanche. Maria est venue avec de la pizza et de la bière, et nous nous sommes assis sur le sol de mon nouveau salon non meublé, à faire des plans. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ressemblait à un paysage de possibilités, pas à une obligation. L'appel est arrivé le 3e jour après mon départ. Un jeudi. L'identification de l'appelant affichait « Maman ». Et pendant une seconde, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais je savais que c'était un appel que je devais prendre. C'était l'épilogue. J'ai décroché. « Bonjour, Asher. Où est-ce » Sa voix n'était pas un cri de panique cette fois, c'était une lame dentelée de pure fureur. J'ai gardé ma propre voix égale et calme. « Où est quoi, maman ? Ne fais pas l'idiote avec moi. L'argent. Le compte d'épargne de ton père. Nous sommes allés à la banque aujourd'hui pour le clôturer, et c'est parti. Il ne reste presque plus rien. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai laissé le silence s'étirer pendant un temps. Je l'ai imaginé dans la vieille maison, son visage déformé par la rage, Léo arpentant derrière elle. Je n'ai rien fait, maman, ai-je dit, ma voix stable et calme. Vous aviez tous les deux la procuration, vous vous souvenez ? Vous étiez aux commandes. Je n'ai pas eu accès à ce compte depuis près d'1 an. Mais il n'a jamais rien dépensé, a-t-elle bafouillé. Il s'est juste assis dans cette chaise. Le solde était censé être important. Nous comptions là-dessus. Vous comptiez là-dessus, ai-je répété doucement. Mais vous ne l'avez jamais vraiment vérifié, n'est-ce pas ? Vous avez juste supposé que c'était là, qui croissait pour vous. Pourquoi aurions-nous besoin de le vérifier, a-t-elle rétorqué. C'est une bonne question, ai-je dit. Léo a attrapé le téléphone. Sa voix était un grognement sourd. Arrête tes conneries, Asher. Où est l'argent ? As-tu trouvé un moyen de le soutirer ? Nous allons prendre des avocats, je te jure. Vous auriez dû vérifier les relevés, ai-je interrompu, ma voix toujours calme. Papa ne l'a pas dépensé d'un coup. Il a fait des investissements au cours des derniers mois. Des investissements à long terme. Il y a eu un silence confus. Des investissements, a demandé Léo, sa voix perdant de son tranchant. Des investissements dans quoi ? C'était le moment. L'échec est mat. En moi, ai-je dit. Je leur ai tout dit. Je leur ai parlé du bail prépayé de mon nouvel appartement, de la nouvelle voiture payée en espèces, des dépôts substantiels et non remboursables qu'il avait versés pour un lieu de mariage et un traiteur. Je lui ai dit comment il avait systématiquement et légalement vidé son propre compte pour me construire un avenir juste sous leur nez. Le silence à l'autre bout du fil était profond. C'était le son d'un monde qui se fissure. Le son de la cupidité se transformant en cendres. Finalement, Léo a parlé, sa voix un murmure étranglé. Un mariage, alors c'est ça ? C'est l'héritage ? Un peu d'argent de location et une fête ? Je suppose que c'était ça, ai-je dit. Il savait ce qu'il faisait. Il a fait un choix. Il nous a laissés avec rien. J'ai entendu ma mère commencer à sangloter en arrière-plan, un son brut et les d'apitoiement sur soi. La voix de Léo s'est brisée. Nous avions fait des plans, H. Maman a réservé une croisière. J'ai quitté mon emploi pour me concentrer sur mon entreprise. Nous comptions sur cet argent. Vous comptiez sur l'argent d'un mort, ai-je corrigé.
Je comptais sur mon père. Il s'avère qu'il comptait aussi sur moi. J'ai mis fin à l'appel et puis, pour la première fois de ma vie, j'ai bloqué leur numéro. Les retombées n'ont pas été quelque chose dont j'ai été témoin directement, mais les nouvelles voyages dans une petite ville. J'ai entendu des bribes de Dave, qu'il avait entendu d'un cousin qui connaissait leur agent immobilier. J'ai reçu une brève mise à jour professionnelle de Monsieur Henderson, l'ancien avocat de mon père, lorsqu'il a appelé pour exprimer ses condoléances et me faire subtilement savoir qu'il serait heureux de me représenter si des problèmes survenaient. La croisière que ma mère avait réservée était non remboursable, payée en totalité avec une carte de crédit qu'elle s'attendait à effacer avec l'héritage, une dette massive et impayable. L'investisseur de Léo a disparu au moment où il a réalisé que l'argent de la famille s'était tari. Ils ont essayé de s'accrocher à la maison, mais des années de négligence l'avaient rattrapé. Le toit fuyait, la plomberie était HS et ils n'avaient pas de capital pour les réparations. Ils ont été obligés de la vendre telle quelle dans un marché d'acheteurs. Après les honoraires de l'agent immobilier, les frais de clôture et le remboursement de la carte de crédit de ma mère, il ne restait presque plus rien. Ils ont déménagé dans un condo de location exigu de l'autre côté de la ville, le mauvais côté de la ville. Léo, dépouillé de son charme et de ses perspectives, a été forcé de prendre un emploi humiliant à ranger les étagères dans un grand magasin à succursale pour joindre les deux bouts. Ma mère, dépouillée de son statut social, est devenue une recluse. Les amis qui avaient admiré sa vie parfaite ont disparu lorsque la façade s'est effondrée. Je n'ai jamais tendu la main. Je n'en avais pas besoin. Leur histoire se déroulait exactement comme leur choix l'avait dicté. Il ne s'agissait jamais de vengeance, il s'agissait de conséquences. Maria et moi nous sommes mariés à l'automne dans la grange rustique que mon père avait choisie. C'était une petite journée parfaite remplie de nos amis les plus proches. Dave était mon garçon d'honneur. Il n'y avait pas de drame, pas de performance, juste des rires et de la lumière. Dans l'entrée de notre nouvel appartement, nous avons accroché la lettre de mon père dans un simple cadre en bois. Parfois, quand je rentre du travail, je m'arrête devant. L'encre est nette, les mots un témoignage silencieux. Il ne m'a pas laissé une fortune. Il ne m'a pas laissé une maison. Il m'a laissé la paix. Il m'a laissé un avenir. Il m'a laissé la permission d'être heureux. J'avais l'habitude de penser que les silencieux, ceux qui faisaient le travail ingrat, n'avaient pas d'histoire à raconter. Mais je vois maintenant que ce n'est pas vrai. Peut-être étiez-vous celui qui équilibrait le chéquier quand personne d'autre ne le voulait. Peut-être étiez-vous celui qui s'est présenté, à réparer l'évier et à endurer le silence en colère. Peut-être avez-vous porté le poids du monde de votre famille sur vos épaules et n'avez-vous jamais entendu les mots « merci ». Si vous vous êtes déjà senti effacé de votre propre histoire familiale, celle-ci était pour vous. Vous ne leur devez pas d'explication pour être parti. Vous ne leur devez pas une seconde chance. Votre paix vaut plus que leur approbation. C'est le seul héritage qui compte vraiment.